tenais à souligner aujourd'hui que j'ai passé un super moment à Street Diamond. Ça a été une très belle rencontre. Hein. Merci beaucoup à Matt Parot et à toute l'équipe parce que là, il y a eu un échange très riche. Le pourquoi de l'artiste, c'est quoi ses premières intentions, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les choix musicaux et qu'on prenne le temps en fait de s'intéresser comme ça à l'artiste en tout cas. Pour moi, voilà, on est à la base, on est au cœur du sujet. Voilà, donc Street Diamond, merci, un gros big up à toute l'équipe et j'espère à très bientôt et surtout restez connectés streetdiamond.fr. Vous allez découvrir d'autres artistes en fait géniaux dont vous n'auriez peut-être entendu parler nulle part ailleurs. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. Yeah, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et comme d'habitude, ce samedi, je suis accompagné de ma fine équipe, la team Street Diamond. À ma gauche, enfin on la voit un petit peu plus. Cindy, comment tu vas? Ça va et vous ce soir? Eh ben écoute, ça va, tranquille. Tout à l'heure, tu vas nous parler d'un bar-resto où t'as été. L'originel, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Tranquillement, tu te rapprocheras du micro, oui, tu nous feras plaisir, on entendra ta belle voix, tout ça. Exactement, je me rapprocherai du micro, je ferai un effort. Et il y a Sharon aussi qui est avec nous. Salut. Quand Manu va allumer ton micro, on va t'entendre encore mieux. Il a peur d'allumer ton micro, il trouve suspect. Bonsoir. Bah non, on t'entend pas, Manu. Toujours pas? Ah, ça y est, on t'entend là. Ah, cool. Alors, voilà. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas, Sharon? Bah, tranquillement, ça va. D'humeur pluvieuse quand même, parce que voilà, mais... On m'a dit que des gens habillés d'un truc en jaune ont joué un petit peu dans ton trajet pour venir à Cergy. Exactement, je ne vais pas les dénoncer parce qu'ils sont quand même nombreux, mais ça risque d'être chaud pour moi en vrai. C'est pas parce qu'on est contre la délation, on est contre le fait de risquer sa peau. Ok. Bon, en tout cas, t'es là, t'es bien avec nous et on va parler de pas mal de choses super sympas dans la rubrique S'Express Yourself avec toi tout à l'heure. Exactement. Ouais. La thématique, ça va être quoi? Eh bien, ça va être sur le VIH, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, ça fait 30 ans qu'elle existe, cette journée, et ce sera l'occasion de faire un point sur les derniers enjeux, en tout cas de l'épidémie en France, dans le monde et à Paris. Et nous, ça nous tient tout particulièrement à cœur. De l'autre côté, dans la technique, il y a Manu Dorlis et il y a Teddy. Ça va, Manu? Ouais. Je suis fâché avec les boutons là aujourd'hui. On avait remarqué ça. Ça va, Teddy? Salut tout le monde. Voilà, Teddy, clair et concis. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est une très très belle journée, en tout cas pour moi. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est venu avec ma voiture qui m'a dit « Ah, moi, t'as vu les jours de pluie c'est pas trop ça, mais t'as vu, voilà quoi. » Mais c'est une très belle journée. Juste pourquoi, avant d'introduire notre invité, mine de rien, c'était juste hier, le 30 novembre 82. Michael Jackson sortait son 6e album solo, l'album Thriller, qui est parti à ce moment-là. Il est devenu The King of the King. Voilà, Thriller quoi. Donc voilà, big up à Michael, là où il est. Et je vous l'ai dit, dans le building, il est là, il est présent, il est OP, il a trouvé le chemin. Cergy. Dead Cabal est dans le building. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas, Dé? Écoute, ça va plutôt bien. Bien? Ouais, ça va. Ça fait super plaisir de te recevoir. Merci, je suis ravi d'être là. Déjà, il y a pas mal il y a trop de choses à dire par rapport à tout ce que tu as déjà fait. Là, on va remonter. Bon, déjà, les gens, faut qu'on soit clair. On va partir genre comme ça, un petit peu en mode retour vers le futur. On va prendre une genre de DeLorean. On va partir un petit peu dans les années 80, 90 comme ça. Parce que des longues histoires. Et j'ai beaucoup entendu parler de Bobigny, notamment par rapport à Mademoiselle AC et d'autres personnes aussi. Donc il y a toute une histoire par rapport à Boboche, ouais. N'est-ce pas? Donc l'histoire de Boboche, je sais que vous avez carrément marqué votre ville, quoi. Franchement, je sais pas si on a marqué notre ville. En tout cas, on est de là-bas. À la base, le groupe Cabal qui a officié entre 1993 et 2000.
On est de Bobigny, moi de l'Abreuvoir et mon collègue Jamal du quartier Chemin Vert. Et bon voilà, c'est vrai qu'il m'arrive de croiser des jeunes gens qui me parlent de cette période-là et qui savent qu'on a écumé à l'époque. Mais je peux pas parler de Boboche et du rap sans parler de 357 Magnum Posse, qui sont quand même les grands frères. Et d'un chanteur qui s'appelle Jacques Daoud, voilà, qui est un chanteur de soul et qui est le premier concert que j'ai vu de ma vie où je me suis dit putain, on peut être du quartier et faire un groupe. Donc si je parle de Bobigny, je suis obligé de parler de ces gens-là. Et donc voilà, ouais, c'était un groupe de Bobigny avec un son particulier et on a marqué les esprits parce qu'on a un peu foncé dans ce qu'on avait à faire et puis on a fait plein de concerts, on a été un peu présents sur la scène à ce moment-là, quoi. Mais à Bobigny, là, t'as cité des gens, mais il y a plein de gens, il y a plein de rappeurs, il y a des Ménéliques. Ouais, il y a des Nak Mendoza. Bien sûr. Il y a beaucoup de monde. C'est une ville comme ça, une ville vachement culturelle. Il y avait vraiment dans cette ville, dans les années où justement Kabal émerge, est-ce qu'il y a vraiment une politique au niveau de la ville, réellement au niveau culturel? Je sais pas, parce que mon regard à l'époque était pas porté vers vers cette ambiance-là, mais ce qui est clair, c'est que on se rappelle du festival XXL Performance, qui est le premier festival de hip-hop de France, qui est né à Bobigny avec le collectif du même nom, donc qui était un collectif qui était, je pense, j'ai pas tous les détails, mais je pense qu'il était un peu aidé par les municipalités ou les collectivités. Mais c'est vrai que moi, mon histoire artistique, elle est particulière, où rapidement, en marge de ce travail avec Kabal et tout ça, je me suis rendu compte que j'avais plus d'affinité avec les élus communistes de ma ville que les directeurs artistiques de Sony Music ou BMG, quoi. Donc il y avait tout de suite un décalage entre comment je faisais ma musique et comment j'étais touché par le monde qui m'entourait. C'est déjà, je vais bien resituer les choses pour les gens qui prennent l'émission en cours, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est sur le 99.2 FM, n'est-ce pas? On est aussi sur radio-rgb.net et streetdiamond.fr et nous parlons avec le rappeur, slammer, homme de théâtre, comédien, danseur, travailleur socio-culturel. Danseur, faut le dire super vite. Tac, bon, t'as non, il y a des bouffes qui sont là, tu vois, mais c'est pas mon métier, quoi. Et bref, un poète, parce que c'est une personne qui manie les mots et c'est un pouvoir très important. Comment vous avez fait, à partir de quel moment? Parce que je sais que t'as écrit un livre, enfin t'as fait une représentation, c'est un livre que t'avais écrit à l'époque sur le fait d'être un Caribéen à Paname. C'était une des pièces contenues dans mon premier livre édité, enfin mon deuxième, un recueil qui s'appelait Chant barbare, dans lequel il y avait mes premières pièces de théâtre, dont une qui est ma première pièce, qui s'appelle Écorce de peine, qui était effectivement, et donc ça date de 2005 ça maintenant, ce texte, qui était ma première pièce et dans laquelle j'avais envie de mettre en scène qu'est-ce que ça voulait dire d'être antillais, d'avoir grandi à Bobigny justement. Et justement, quand tu es antillais à Bobigny, qu'est-ce qui te pousse à un moment donné à créer Kabal et à avoir cette synergie avec ton collègue? Là, à l'époque, le rap français, c'est quand même hyper riche, il y a beaucoup de choses, etc. Et nous, voilà, c'est une histoire que je raconte souvent, nous on prend une gifle, on allait voir Assassin d'Olympia à l'époque. Et on se dit, oh, c'est trop ça le truc en termes de discours et tout, etc. Et nous, on crée Kabal pratiquement en sortant du concert, quoi. Ah ouais. Sans savoir ce qu'on allait faire vraiment, on dit, voilà, il faut qu'on aille prêter main forte, entre guillemets, à ce genre de groupe. Il faut grossir les rangs de ce rap social, politique, inscrit dans la vie dans la réflexion des gens, etc. Donc c'est en réaction à ce truc-là. Et après moi, ce qui m'a vraiment bercé, c'est les rencontres avec les gens. À l'époque, il n'y avait pas internet. si. Et du coup, tu tournais, tu faisais tourner radio, tu jouais, et là, tu rencontrais les gens en vrai. Et ça m'a énormément marqué. J'ai été énormément frappé par la façon dont les gens nous percevaient. Et l'écart qu'il pouvait y avoir entre comment ils nous percevaient et qui on était. Et donc moi, je me suis rapidement dit que je voulais pas devenir une espèce de super-héros du rap ou je sais pas quoi, mais plutôt de complexifier les choses et de mettre un peu de folie dans mes écrits et de brouiller un peu les pistes et de finalement pas être quelqu'un d'aimable, entre guillemets, d'être plus complexe que ça, quoi. Alors, tu fais partie des figures du slam aussi, donc encore une autre corde à ton arc, même si un arc n'a qu'une seule corde, n'est-ce pas? Sinon c'est une harpe. Voilà. Et justement lors de ces années, la grande époque du slam qui venait cartonner partout, et ben justement, c'est que quand on arrive dans ce milieu, il y avait des personnes de tous bords. Et ça, du coup,
est-ce que c'est quelque chose qui te change parce que mine de rien, tu étais dans une box, jeune antillais de Bobigny, qui même s'il voit certaines choses, il n'a pas peut-être tout découvert, et donc le slam lui permet de découvrir encore d'autres choses. Alors c'est particulier parce que moi, comme j'ai commencé à jouer au théâtre à partir de 98, très vite j'ai accédé déjà à un autre monde. Un monde dans lequel on n'est pas beaucoup à être comme moi. Donc quand moi je rencontre les scènes slam, je suis déjà pétri et du rap et du théâtre. Et ce qui me frappe justement dans les scènes slam au moment où je découvre cet univers-là, c'est justement la façon dont les gens se mélangent. Et comment le fait de se mélanger n'est même pas un propos, n'est même pas une posture. C'est-à-dire que les gens n'échangent pas sur le fait qu'ils se mélangent sans réfléchir. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment raconté un peu comme ce que nous on pouvait voir dans les quartiers populaires, à l'Abreuvoir, là où j'ai grandi, où les gens se posaient pas la question, ils habitaient ensemble et ils étaient ensemble, quoi. Et ça m'a énormément frappé de voir, voilà, t'avais des profs, des artisans, des jeunes rappeurs comme moi. Enfin, le mec qui dit qu'il était jeune, mais il était un peu vieux quand même, mais bon. et ouais, ce qui m'a frappé, c'est justement cette richesse. Et du coup, moi je dis souvent que c'est l'espace dans lequel j'ai vraiment réappris à écrire. Parce que le fait qu'il n'y avait pas de musique, c'était hyper poétique, et qu'il y avait des gens qui venaient d'horizons différents. Souvent les gens ils réduisent le slam à une espèce de rap a cappella, mais un mec qui est prof d'histoire la journée ou boulanger et qui vient slammer le soir, c'est pas forcément un rappeur. Et j'ai énormément appris sur justement sur l'écriture en prose, sur comment tu pouvais réinventer l'écoute en sortant de la rime. Et j'ai peu à peu divorcé avec les rimes, même dans mon écriture musicale, quoi. Et ça m'a moi appris à travailler sur d'autres sonorités. J'avais mon bagage et je me nourrissais d'autres choses. Et j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un d'assez gourmand et j'aime bien les rencontres et j'aime bien frotter mon expérience à d'autres et puis voir ce qui peut naître de ça, quoi. Et le slam à ce niveau-là, la scène slam, là on parle des années entre 2003 et 2008, tout ça, c'était hyper fort à ce niveau-là, quoi. C'était très très fort. Il y a pas mal de. Alors je dis pas que c'est plus pareil, pardon, excuse-moi, mais là j'y fréquente plus les scènes donc je peux pas en parler, mais en tout cas voilà, à l'époque où moi j'étais bien sur les scènes et puis que j'organisais des événements, ce qui était beau c'était cette pluralité justement, quoi. Et puis c'était vraiment la grande époque, quoi, du slam. Maintenant c'est pas pour critiquer autre, mais c'est une autre époque. Maintenant c'est moins popularisé et en fait même s'il y a Grand Corps Malade qui va toujours porter malgré tout un étendard de slammer, malgré tout, en réalité, la scène slam, ouais, même elle a vraiment changé. Même si lui, il dit à longueur d'interview que ce qu'il fait en musique, c'est pas du slam. Le slam, c'est vraiment l'espace. Mais le slam n'a pas besoin d'être visible pour exister. C'est ça qui était fort, quoi. Et donc, moi, je serais bien mal avisé d'en parler parce que je fréquente plus les scènes, mais je sais qu'il n'y en a jamais eu autant de scènes. Aujourd'hui, ça continue, vraiment. Et c'est vrai que nous moi, je me considère un peu comme la deuxième génération. Quand je suis arrivé, il y avait déjà des gens qui se la mettent depuis un bout de temps, etc. Et on a vraiment assisté à l'essor du truc. Et puis moi, comme justement, je bossais et dans la musique et dans le théâtre, j'avais des appuis pour créer des événements un peu conséquents et qui a fait qu'il y a eu une grosse lumière sur cette pratique-là pendant quelques temps. Et c'était super chouette, ouais. On va envoyer un big up à l'association La Ruche qui justement fait des scènes slam sur Cergy, et pas que, ils font pas mal de choses, hip-hop, slam, etc., etc. Donc voilà, un big shout-out à La Ruche, l'association de Cergy. Et justement, qu'est-ce qui fait que, du coup, tu as découvert le théâtre assez tôt, qu'est-ce qui fait que tu que tu fondes ta troupe Riposte? Donc riposte, pour les personnes qui ne savent pas, riposte ça signifie réaction inspirée par les propos outrageux et sécuritaires théorisés chez l'élite. T'as tout dit. Ça c'est un mélange de tout ce que je viens de te raconter, où à un moment donné pour moi écrire des morceaux de rap c'est trop court. Je peux pas aller assez loin. Ouais. Et puis de toute façon le format, quand je pense au premier maxi de Cabal, le morceau un peu phare de ce maxi, il faisait 8 minutes 49, on avait déjà envie d'exploser les trucs, et était vraiment inaudible, c'est ce qui nous amusait. Et donc à tous ceux qui pensent que Cabal était inaudible, Cabal le savait. Et je continue à faire des sons. Enfin il y a un truc comme ça pour moi où justement quand t'as accès à une certaine part d'honnêteté en toi quand t'écris, t'as pas forcément envie de rendre ça super accessible musicalement, t'as envie que les gens traversent aussi quelque chose pour arriver à toi. Et moi c'est aussi comme ça que j'explique un peu la voix grave qui est la mienne quand je travaille et tout. Et en fait, ces influences entre les gens que je rencontre dans le théâtre, le type d'écriture qui s'y développe, ce que je vois dans le slam, me donne envie d'aller un peu plus loin moi dans ma pratique. Et en fait, quand c'est Hassan Kouyaté, un metteur en scène et griot burkinabé avec qui j'ai travaillé, qui a vraiment changé ma vie, qui m'a dit un jour, on était tous les deux comédiens sur une pièce, et puis il m'a dit
est-ce que tu penses que tu pourrais écrire pour le théâtre? Je sais bah moi le théâtre, pour moi, une pièce de théâtre c'est un morceau de rap un peu plus long, c'est tout. Et donc j'ai écrit moi ce que j'appelle un morceau de rap de 20 pages, qui était ma première pièce. Elle n'a pas été montée, mais ça a été une super aventure pour moi. Et je me suis dit, bah aujourd'hui c'est ça que j'ai envie d'écrire. Et dans toutes mes pièces, voilà, j'en ai monté entre 12 et 15 aujourd'hui, il y a pour moi toujours un refrain, c'est vraiment une structure musicale. Okay. Et c'est comme ça que je travaille. Et même dans le bouquin qui est là, qui est à côté de toi, t'as vu, il y a un refrain, etc. Et je construis mes pièces de théâtre comme ça. Et même si aujourd'hui je fais ça un peu différemment, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture théâtrale, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais moi apporter, et je voulais apporter autre chose que mon savoir-faire, et mon savoir-faire il était musical. Quand l'année dernière on a monté Oresti Opéra Hip Hop, où on reprend l'Oresti d'Eschyle que j'ai réécrite, etc., et qu'on est 20 sur le plateau et qu'on fait un opéra hip hop, moi j'ai réécrit cette pièce là pour l'écrire pour la bouche, pour la langue, et pour que ça sonne. Et même s'il n'y a pas que du rap dedans, il y a du slam, il y a du jeu théâtral tel qu'on le connaît. Et moi, mon enjeu, c'est ça, quoi. C'est comment on fait sonner la langue aujourd'hui. Et c'est ça qui me passionne, parce que j'ai pas l'impression d'écrire autre chose que de la musique quand j'écris. Et je vais mettre un point à la phrase, parce que je pourrais parler de ça pendant 3 jours, pardon. Non, mais c'est super intéressant. Et justement, là, pour le coup, tu es dans une émission où on peut faire des trucs de 8 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment, on part du principe que la parole, elle est libre. Et justement, on se rend compte et tout, mais on va en revenir après sur les réseaux sociaux. La parole, elle est trop courte. On met un post et les gens déduisent toute ta vie sur 1-2 phrases. Et même si tu écris 15 phrases, en gros, ce que tu penses, quoi qu'il arrive, ça vaut une encyclopédie. Et on fait des jugements comme ça sur un extrait, sur un petit pamphlet qu'on ferait, quoi. Donc voilà, sur cette émission, ça permet justement de casser un petit peu ce truc, ce rythme qui nous est imposé, en plus un rythme qui est super infernal. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec D de Cabal. Donc on le découvre, vous le découvrez ou vous le redécouvrez. Quand j'ai mis que je recevais D, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit ah super D et tout, nanana. Ils ont reposté, donc un big up à vous tous. On a une personne vraiment de qualité dans le building. Ça nous fait vraiment super plaisir. Je le répète, je me répète, mais moi je suis content de le recevoir parce que c'est une personne aussi qui a inspiré, et peut-être elle s'en rend pas compte, mais t'as inspiré pas mal de gens, même à Bobigny, même par rapport au théâtre. Mademoiselle Essie me disait déjà dans les années, début 2000, etc., par rapport au théâtre. Du coup, ça donnait la possibilité aux jeunes de voir d'autres personnes qui font du théâtre et qui sont issus des mêmes endroits qu'eux, et de pas considérer que, en fin de compte, le théâtre, en fait, c'est inaccessible. Donc eux aussi, Mademoiselle Essie, qui fait partie de l'équipe Street Diamond, a pu faire du théâtre par rapport aussi à des gens comme vous. Franchement, je savais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'est comme d'hab, quoi. Enfin, quels que soient les domaines, à partir du moment où quelqu'un emprunte un chemin sur lequel on l'attend pas, il bouleverse l'ordre établi. Ouais. Et quel que soit, voilà, quand on a des chefs d'orchestre qui sont alors soit issus de la diversité, soit racisés, soit noirs ou beurre, enfin on dira comme on veut, mais ça montre que c'est possible. Et effectivement, moi ce que je dis souvent, c'est que mon évolution, la façon dont je suis arrivé au théâtre, pour moi c'est hyper logique. C'est hyper logique de kiffer le rap. Et puis on voit aujourd'hui comment ça bouge. Des rappeurs vont de plus en plus souvent sur les pièces de théâtre, commencent à écrire des pièces de théâtre. C'est normal qu'on investisse cet espace. C'est normal parce qu'on est des spécialistes du mot. N'en déplaise à Eric Zemmour. Et donc voilà. Et donc comme on est spécialiste du mot, il n'y a pas d'espace qui soit pas pour nous. On veut nous faire croire qu'il y a des espaces qui ne sont pas pour nous. Mais nous, ce qu'on démontre, et parce que justement on est habitué à lutter contre la stigmatisation de tous bords, tout le temps, tous les jours, H24, nous c'est hyper facile d'aller partout, quoi. C'est d'autres gens, ceux qui supposément détiennent le pouvoir, c'est eux qui sont incapables d'aller dans d'autres endroits. Nous, on peut aller partout. Et donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le prouve au quotidien. Et on n'a pas besoin de se rendre compte qu'on ouvre la voie, mais d'autres gens avant nous ont ouvert d'autres types de voies et indiquent que putain, ça c'est faisable, donc c'est possible. Si c'est pas moi qui le fera, ce sera quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Et donc du coup voilà, une personne qui inspire comme ça pas mal de personnes, voilà, en traçant son chemin et en traçant sa voie. Et je pense que ça c'est hyper important. Je sais aussi, t'as fait plein de choses. Moi j'ai pas envie d'énumérer ton CV parce que c'est relou, parce que t'as fait déjà plein de choses, que t'as fait des choses voilà, qui sortent de l'ordinaire, où on a l'impression que voilà, comme tu dis, tu as mine de rien ce que tu as touché, en allant dans le théâtre, dans d'autres choses aussi, tu vois, en faisant des expériences, toutes les expériences que tu nous racontes, voilà, toutes les personnes s'appropriaient pas ça. Et mine de rien, c'est important de voir une personne qui s'approprie tous ces genres. Moi, je sais que le théâtre, j'ai grave kiffé à l'époque du collège, quand j'ai découvert la pièce Bourgeois gentilhomme.
de Molière grâce à mon prof de français et j'ai kiffé de ouf. Et je sais qu'au States il y a ce truc là où avec l'école c'est très facile d'avoir ce rapport au théâtre ou à la musique et où tu peux combiner les cours, etc. Mais on a l'impression en France que c'est pas moins accessible, c'est pas le même système. Ça a quand même beaucoup bougé. C'est-à-dire que moi je me souviens quand j'étais gamin, j'ai peut-être dû aller une fois ou deux au théâtre dans ma scolarité. Aujourd'hui moi je le vois dans les théâtres avec lesquels je travaille, les quelques théâtres avec lesquels je travaille, il y a pas mal de lycées et de collèges où ils vont au théâtre toute l'année, 2-3 fois par an, etc. C'est vraiment en train de se démocratiser. Et de toute façon, les théâtres n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir leurs portes pour remplir les rangs. Et ça a énormément bougé. Et moi justement, ce qui m'intéresse, c'est... moi j'ai toujours fait un théâtre très 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 musical, très hip-hop dans son essence, parce que c'est là que je viens, et même si j'aime d'autres types de musique. Et c'est hyper touchant. Moi je suis touché quand des gens plutôt de mon âge me disent c'est la première fois que je viens au théâtre, je suis venu parce que je connais ton travail et j'étais hyper surpris, etc. Et ça montre qu'il y a d'autres choses possibles, et justement qu'il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'art qui ne nous soit pas accessible. C'est juste une question de sensibilité et d'ouverture, quoi. Et tu as raison dans ce que tu dis, effectivement aussi, je vois au niveau des collèges, lycées, il y a de plus en plus de sorties comme ça, culturelles, qui sont organisées. Il y en avait déjà un petit peu à mon époque, mais ça se démocratise effectivement, mais ce serait vraiment que voilà, les enfants puissent profiter et faire plus de pièces, mais ça existe parce que je sais que voilà, j'ai mon neveu qui participe beaucoup aussi à l'émission. Et donc du coup il a eu l'occasion de faire de la musique parmi un genre de bande lors d'une pièce de théâtre. Donc du coup le collège faisait partie de la pièce de théâtre parmi des professionnels. Et ça je trouve que c'est super sympa d'inclure aussi les enfants qui puissent être sur des grandes scènes aussi, parce qu'il y a des communes qui ont des superbes scènes. Et ça, tout ça, ça nourrit leur imagination. Donc j'ai envoyé un big shout out à mon neveu qui était dans une radio professionnelle là, récemment, parce qu'ils ont fait une sortie de classe et que comme il a l'habitude de venir sur Street Diamond, il sait comment ça se passe, il connaît un peu la technique. Et ben il s'est retrouvé face à un professionnel qui était en train de se tromper sur sa table de mixage, et c'est lui qui a remis les choses en place. Donc voilà, Team Street Diamond. Je voulais ajouter un truc sur ce truc de théâtre et de démocratisation. Pour moi, il y a quand même un problème principal, c'est que ça va toujours dans le même sens, où c'est une culture qui demande à une autre culture d'aller vers elle. Et moi j'ai hâte que les lycées, les collèges organisent des moments de réflexion sur la musique qui écoutent les jeunes, sur les pratiques culturelles des jeunes. Et parce que j'entends trop souvent des espèces de discours où on dit les jeunes n'ont pas de culture, etc., etc. Et moi je reprends les gens en disant leur culture vous est invisible, c'est pas la même chose, quoi. Et donc j'aime bien quand j'entends parler de profs qui viennent avec des textes de rap, il y avait des textes qui viennent d'ailleurs, etc., pour discuter de ça avec les élèves, même si eux sont stigmatisés par les autres profs, etc. Mais je pense qu'il est maintenant temps que les collèges et les lycées se nourrissent aussi des gens qui font la vie de ces établissements-là. Pour moi, c'est hyper important. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté les réseaux sociaux ? Alors, très honnêtement, c'est de ma faute. Parce que moi, quand je me suis mis sur Facebook, c'était... J'avais une espèce de creux dans mon travail en théâtre. J'avais une période dans laquelle j'allais pas jouer, et j'avais besoin d'être en contact avec les gens et de continuer à écrire des choses. Donc ma première intention, c'était d'aller sur Facebook pour continuer à penser avec les gens, etc. Donc j'en ai fait un espace très 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 bavard. Et puis au bout d'un moment, tout le monde est trop bavard, quoi. Donc moi j'ai commencé par couper Facebook parce que c'était pas tant ce qui se passait sur mon mur, c'était plutôt d'avoir accès à ce truc où il y a des gens que tu connais et puis ils se lâchent et tu comprends qu'ils deviennent complotistes, qu'ils sont un petit peu homophobes, quelque peu sexistes, et puis t'as mal au crâne en fait, tu vois. Et puis tu te dis, en fait il y a une espèce d'impudeur où tu dis t'as pas envie, parce que les gens que tu connais pas, quelque part ils sont cons, t'es pas d'accord avec eux, c'est toi qui es con, c'est eux, enfin voilà, le curseur se déplace. Mais ce qui m'a dérangé, c'est cette espèce d'impudeur où tout le monde se lâche sur des trucs, et en fait je me suis dit que moi j'avais pas envie d'avoir accès à ça. Donc ça c'était un premier... Alors au début je l'ai coupé pour 10 jours pour partir en vacances, et je l'ai plus jamais réactivé. Oh merde. Et ensuite je me suis mis sur Insta parce que c'était du coup 10 fois plus calme, puisque plus de photos. Et là c'est passé un autre truc, bon après c'est de ma faute, hein, mais je me suis senti dans une espèce d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et j'ai commencé à tout analyser, à moi-même me prendre au jeu, voir ce que ça faisait, et puis à un moment donné tu dis bon, on va faire une pause. Et puis voilà, je suis rentré dans une période là depuis octobre, là où je travaille beaucoup. Et je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur le taf et que j'allais couper. Donc peut-être que je vais revenir sur Insta, mais
Je suis assez content de plus avoir accès à tout ça parce que ça, quelque part, alors je trouve ça super intéressant. Là, je parle de l'aspect négatif, mais moi, dans les 7-8 ans de Facebook, j'ai fait des rencontres artistiques extraordinaires, des gens avec qui j'ai fait des clips, des morceaux, enfin, et je trouve que c'est une mine de renseignements, des choses super intéressantes, et du coup, quelque part, ça te réconcilie avec le monde aussi, quoi, parce que tu peux communiquer. Donc là, on parlait de l'aspect négatif qui fait que moi, j'ai dû me retirer, mais pour moi, c'est un super outil. Surtout, voilà, je me suis mis à croiser des gens, et puis aussi, il y avait, oula, ça y est, je commence à partir dans toutes les directions. Non, t'inquiète. Mon cerveau va vite. Je me fatigue moi-même parfois. Et non, avec ce truc où moi je suis pas dans le truc de newsletter, etc., ni dans le spamming, donc c'était un espace dans lequel je pouvais raconter ce que je faisais. Et il m'arrivait de croiser genre des amis d'enfance qui savaient tout ce que je faisais parce qu'ils étaient abonnés à ma page. Et du coup, tu vois qu'il y a aussi un truc où les gens suivent son travail, même s'ils like pas et tout. Et donc ça, c'est bien. Et puis voilà. Et puis la course like, c'est un putain de piège aussi. Et avec ce truc où. Et pour moi, ça déforme ton écriture. Parce qu'à un moment donné, tu commences à comprendre comment fonctionne ce monde-là, les réactions que tu vas avoir, donc tu commences à contrer les réactions avant qu'elles ont lieu, donc t'écris pas ton propos en fait, t'es en train... C'est comme cet exemple que je prends souvent, où t'arrives dans un espace où t'as loué, voilà, c'est un exemple que je prends souvent, t'as fait une location avec toi et tes enfants pour les vacances, et puis les propriétaires ne s'attendaient pas à ce que tu aies cette gueule-là. On connaît tous ce truc-là. Et donc tu vas ouvrir tes chakras et être super cool, parce que tu vas pas quitter la location alors que t'as payé et que tu veux partir en vacances, donc tu vas vraiment rassurer les gens, tu vas faire des longues phrases, bien accentuées, etc. Puis ils vont partir et tu vas faire relou quoi. En fait, ce truc-là, on le connaît par cœur. Et en fait, quand tu fais ça, t'es pas en train de vivre, t'es en train de gérer une situation, t'es en train de vivre un racisme, t'es en train d'intégrer ce truc-là et de faire comme si tu le sentais pas pour pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire vivre dans la propriété que t'as payée. Et pour moi, il y avait un truc comme ça dans Facebook où t'étais pas en train d'écrire, t'étais déjà en train de contrer les gens qui n'avaient pas encore commenté ton truc. Ouais. Et donc tu faisais des trucs super longs pour en même temps prendre de l'avance sur les relous ou les gens qui sont pas d'accord, parce qu'aussi t'as le droit d'être pas d'accord, ce qui moi m'a jamais vraiment dérangé. Et puis voilà, je pense que c'est un moment, en tout cas moi, il y avait un moment où j'ai besoin de me protéger de ça aussi, de dire vas-y, referme la boîte. Et après, pour les gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont commencé leur travail artistique avec cet outil-là, je pense que c'est dur de s'en passer aujourd'hui, quoi. Manu Dorlis. Ouais, pour résumer ça, je me souviens d'une phrase que tu avais postée qui était d'Aznavour, je crois, qui disait que être dans le vent, c'était un destin de feuille morte. Ça résume un petit peu ton état d'esprit. J'avais dit ça, moi. Ouais, tu l'avais cité, du moins. Oh, putain. Ça m'avait beaucoup marqué, d'ailleurs. Quoi. Alors, j'avais dû partager un statut qui disait ça, je pense. Non, tu citais, tu disais voilà, je pense que après j'ai pas lu, moi je lisais tout en diagonale quoi. Même, moi aussi je suis sorti de Facebook, mais voilà. Ouais, ça me caractérise assez quoi. Je pense que la mode c'est le plus gros piège parce que la mode par essence c'est passager. Donc j'ai le sentiment que, en tout cas moi, quand je me suis mis à écrire, à rapper, à chanter, c'était une manière d'exister au monde. Donc être une mode, durer 2 ans, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est moi de m'inscrire dans ma durée à moi, dans mon tempo à moi, et de me développer et de grandir dans ce que je fais. Moi, je déteste stagner parce que pour moi, il y a un truc de mort quoi. Si tu stagnes, en fait, tu pourris. Si tu gangrènes, tu pourris, tu commences à perdre un bras, et puis un bout de ta tête, et puis tes enfants te voient te dépérir, et puis c'est un peu relou quoi. Donc il y a toujours eu cette envie de me déplacer, et de mettre en danger aussi quoi. Moi, je ne peux pas être habité par le sentiment que je suis arrivé quelque part. C'est impossible pour moi. Il y a trop de choses à voir, trop de choses à faire, et puis en fait je suis en retard. Donc je suis tout le temps en train de courir. Là, au niveau des réseaux sociaux, il y a aussi ce côté polémique, qu'on sort quelque chose et que les gens ne comprennent pas, ou qu'on n'explicite même pas notre propos, et du coup ça crée un backlash, etc. Et justement, il y avait cette période où tu avais exposé ton avis par rapport à Exhibit B. Ouais. Et justement, tu avais toutes ces personnes qui ne te connaissaient pas forcément, qui venaient sur ta page, etc. Pour un petit peu cracher leur haine vis-à-vis de tes propos, alors que toi, en fait, tu expliquais que tout simplement, en tant que spectacle vivant, cette œuvre avait sa place. Oui, avec ce truc très très particulier où là, pour moi, il y a eu une innovation dans la mauvaise foi. C'est que je me rendu compte que je discutais avec des gens qui n'avaient pas vu ce spectacle. Donc, à un moment donné, si tu parles pas de ce que tu as vu, c'est un peu compliqué pour moi. Et avec ce truc où moi, j'entendais très très bien qu'on ne pouvait pas du tout apprécier ce truc, ou le trouver dégueulasse. Moi, en fait, je me rappelle, j'avais vu le début de la polémique, j'étais pas en France. Et ce qui, moi, m'a fait réagir, c'est quand quelqu'un a dit que c'était une insulte faite à nos ancêtres.
Et pour moi, personne n'a le monopole de ce que pensent nos ancêtres. Et donc moi, je me suis positionné de ma place à moi. Et j'étais le premier surpris par l'impact que ce texte a eu, parce que c'était à la base un post peut-être un peu plus long que les autres, mais j'avais tagué personne, je l'avais mis sur ma page, parce que moi j'avais besoin de faire exister ma parole, parce que je l'avais vu 2 ans plus tôt, que j'avais trouvé ça super remuant, et puis je m'étais retrouvé dans des situations que j'avais jamais vécues. Genre que j'étais à côté de gens qui connaissaient pas du tout cette histoire, et qui étaient en larmes, et c'était hyper intéressant pour moi de voir ce truc-là. Donc oui, ça fait une polémique, mais ça m'a pas dérangé. Ça, c'est pas un truc qui m'a calmé par rapport au réseau, ça m'a fait comprendre que, justement, par rapport à ça, moi j'ai eu accès à une vraie mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je vais pas citer, mais qui ont vraiment défoncé le truc en public et qui m'ont dit en privé, putain, je l'ai vu, t'avais raison, ce truc est incroyable. Tu vois, et j'ai attendu les mecs, j'ai attendu leur réaction sur les réseaux, et 2 jours après, ils ont dit, mais il faut... Et ça, pour moi, c'est la fin du monde, en fait. C'est-à-dire que tu défends des idées, t'es même pas au clair avec toi, et pour moi, c'est la fin du militantisme. C'est le moment où le militantisme devient un militantisme de posture, et chacun nie ce qu'il ressent, et ça me prend vraiment la tête. Je comprends. Et d'autant plus, moi, après Exhibit B, perso, je l'ai pas vu et j'étais pas pour, clairement. Et pour moi, tous les avis se valent, hein, tout le monde peut exprimer son avis, etc. L'essentiel étant que, même dans une posture, en fait, moi, je me demande toujours c'est qui et pourquoi, tu vois, dans pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il a déjà fait, etc. Donc, je m'interrogeais plus sur le metteur en scène. Donc, à partir de là, est-ce que le metteur en scène, en fait, est-ce que je le valide par rapport à ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait, etc., etc. C'était pas tant de me dire qu'un spectacle vivant, c'est une chose... spectacle vivant, comme ça, c'est quelque chose de très particulier. On se retrouve, il y a des performeurs. Là, on est au milieu de la pièce et finalement, on fait partie de la pièce. Et donc, du coup, ça amène quelque chose d'autre. Et ça peut être, et justement, par rapport à cette histoire, du coup, ça peut être très violent. Mais c'est ce que recherche le metteur en scène. Du coup, moi, je me renseignais plus sur le metteur en scène et je me disais, putain, le mec, il est quand même un petit peu chelou. Mais dans tous ces échanges et dans tout ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive, il y a eu pas mal de choses qui étaient gênantes sur les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que ce qui me gêne le plus sur les réseaux sociaux, hein, ça va être en fait le fait de vouloir défoncer la personne qui s'exprime. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas sur des avis, on est sur le fait en fait de s'en prendre à une personne plus que son idée. Ça veut dire qu'en fait sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on n'échange même pas en fait. On fait que d'exposer ou que de se chicoter comme diraient d'autres. Et c'est ce que je trouve le plus dérangeant sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un exercice de style qui est très particulier. Après, pour l'exemple de Exhibit B, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que moi, tous les discours que j'entendais de gens... Alors après, voilà, je sais que la version que j'ai vue, c'est pas celle qui a joué. Parce que c'est une version qui c'est jamais la même. Et là où c'était chaud, où je trouve vraiment problématique, c'est que les gens victimisaient les acteurs, les performeurs qui étaient dans le projet. Et moi, ce que j'ai vu, et ce que moi j'étais allé voir, c'était... est-ce que c'est cette posture-là ? Bah, c'était l'inverse en fait. Moi, ce que j'ai vu, c'est un truc de ouf. Où t'as des gens... Et moi, il y a des gens, j'ai pas pu tenir leur regard tellement... Je sais pas comment ils ont bossé. Et moi, j'ai pas vu de victimes. J'ai vu des gens qui te mettaient à l'amende en fait. Et donc, c'était pour moi très compliqué de voir que le discours qui émergeait de gens... Je parle de ceux qui l'avaient pas vu. Et pour le coup, on est pour moi dans le concept de la victimisation. Et je te dis, pour moi, quand t'es issu de notre histoire, on n'a pas besoin, en plus de ce qu'on a vécu, de conceptualiser la victimisation, surtout quand elle n'y est pas, quoi. Et ça veut dire, pour moi, c'est interdire la possibilité qu'une émancipation est possible par l'art sur ce sujet, de cette façon-là. Tu peux le voir et pas être d'accord. Tu peux le voir et dire c'est raté, mais ne pas le voir et dire que c'est ça qui est, sous prétexte que les mecs sont torse nu. Mais justement, mec, ils sont torse nu et tu prends une claque dans ta gueule. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, c'est un truc de sensibilité. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Sharon, t'as rien dit, toi? Non, mais moi j'ai pas vu Exhibit B du coup, mais j'étais pas forcément favorable à voilà. Pourquoi t'étais pas favorable, toi? Mais en fait, moi je suis plutôt dans une approche où j'ai surtout envie d'œuvres. Voilà, moi j'ai plus une attente en tant qu'afro-descendante, plus d'une œuvre où j'aimerais que les dominants se questionnent davantage sur ce qui constitue en fait leur domination, en fait, plutôt que toujours reproduire
des travaux artistiques qui des fois mettent en scène toujours des personnes racisées, afro, enfin peu importe, dans des postures justement de dominer. Après moi je l'ai pas vu, donc si effectivement tu l'as ressenti comme ça et que tu as vu dans cette œuvre une puissance, moi je respecte ça. Mais c'est vrai que voilà, je suis plus dans une attente où aujourd'hui, j'espère que l'art, en tout cas, va permettre, en tout cas, à des dominants, à des blancs, à des hommes, à des hétérosexuels, je sais pas, mais d'être en capacité aussi de questionner leur place, d'avoir un regard critique sur la domination qu'ils exercent sur d'autres populations. Je suis en attente de ça. Maintenant, ça se fera pas, mais voilà, moi je sais que d'Exhibit B, en tout cas, il y avait ça qui moi me prenait aussi un peu la tête, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que à l'époque d'Exhibit B, moi je commençais à travailler sur le masculin, parce que justement, c'était de dire j'avais plus envie de travailler sur l'endroit où moi je suis victime de stigmatisation et de racisme, mais l'endroit où moi je pouvais être un dominant et un agresseur potentiel. Et c'est marrant parce que ce que tu décris, c'est vraiment été moi mon cheminement de dire ok, si je me déplace, parce que à un moment donné tu peux pas demander aux dominants, il y avait cette envie de plus demander aux dominants de faire un travail, mais de dire bon, moi de ma place, quel travail je peux faire. Et vraiment au début d'Exhibit B, c'était le début de ce travail-là, en tout cas le début de ce travail artistique, parce que c'est un travail que j'ai mené moi pour moi bien avant. Et c'était partie de cette volonté-là, de dire ok, si moi je dois travailler sur l'endroit où je suis plus un danger qu'en danger, qu'est-ce que ça va être? Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le masculin, parce qu'il y avait plein de questions qui semblaient pas résolues pour moi. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Le débat est super intéressant et les avis aussi sont super intéressants. Et j'aime quand ça se passe comme ça. Tu vois, on peut échanger notre avis loin de tout plein de cacophonie. La cacophonie, des fois, c'est sympa aussi, mais c'est bien aussi de pouvoir s'exprimer, poser. Et vous savez quoi? Tout à l'heure, avec D, dans quelques instants, on va parler du masculin, du féminin. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un bonhomme? C'est quoi un homme? C'est quoi un bonhomme? C'est quoi un homme véritable? On va parler un petit peu de toutes ces postures qui sont super intéressantes et du travail de D par rapport à cette thématique. En attendant, on s'écoute ce morceau. Je suis femme de D. Écoute bien ça. Est-ce possible de ne pas avoir d'avis? Dois-je obligatoirement prendre position vis-à-vis de ceci? Certains arguments de part et d'autre me semblent construits. S'il faut absolument être manichéen et donc dire qu'il n'y a que deux camps, laissez-moi vous dire que dans chacun des deux camps se trouvent des personnes avec lesquelles je ne souhaite rien partager. C'est quelque peu embêtant. Les politiques du pays disent lutter contre l'obscurantisme religieux à travers la polémique burkinienne. J'ai pourtant le sentiment qu'ils devraient lutter contre l'obscurantisme masculin. Dites-moi que deviennent les conneries de Manuel Valls? Que deviennent? Ils disent lutter contre l'oppression des femmes, mais refusent de voter en faveur d'un amendement qui rendrait inéligibles les élus condamnés pour sexuelle agression. Sérieusement? Mais de qui se moque-t-on? Douce France, cher pays de droits de l'homme, cher pays qui voit une femme mourir sous les coups d'un homme, conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours et demi. Cher pays qui ne sait pas protéger les plus démunis. Attends, j'ai dit démunis, je n'ai pas dit petite chose fragile. Démunis parce que victime de tout un tas de violences. Violence physique, verbale, structurelle, systémique. Violence qui persiste, violence sexiste. Plus de 70 victimes depuis le 1er janvier 2016. Plus de 70 victimes décédées de la main de leur conjoint ou ex. Voici la réalité, voilà les chiffres. Plus de 70 victimes. Et sûrement une demi-douzaine de plus entre l'enregistrement de ce track et le moment où il arrivera jusque dans tes oreilles et dans ton crâne. On pourra vous prendre au sérieux quand vous voterez des lois contre le harcèlement sexuel et quand vous ferez le ménage de vos partis politiques gangrénés par des abuseurs ou des violeurs. En attendant, par respect pour toutes celles qui meurent de la main de leur conjoint ou ex, fermez vos gueules. Alors, brandir dans ce contexte l'étendard des droits des femmes est un ramassis de conneries, une énième tentative de récupération politicienne. Nous ne sommes pas dupes. Ce que moi je retiens, et sans me positionner vis-à-vis de cette polémique, c'est que les grandes perdantes dans l'histoire
religieux ni la République ne se soucient réellement des droits des femmes. Les religieux et les politiques qui affirment le contraire ont ce point commun qu'ils se foutent de notre gueule. Même les pires ennemis de la Terre ont un point commun: la façon dont ils traitent les femmes. Nous attendons de voir qui, de la République ou d'un ordre religieux, quel qu'il soit, sera le premier à accorder les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Allez au boulot, on vous regarde, on attend, on est prêt, on est prête. On pourra vous prendre au sérieux quand vous voterez des lois contre le harcèlement sexuel et quand vous ferez le ménage de vos partis politiques gangrénés par des abuseurs ou des violeurs. En attendant, par respect pour toutes celles qui meurent de la main de leur conjoint ou ex, fermez vos gueules, fermez vos gueules. Dur de ne pas commenter les photos de cette femme entourée par 4 policiers armés sur cette plage. Dur que toutes celles et tous ceux qui luttent pour les libertés en soutenant les arrêtés anti-Burkini et qui sont choqués par ces images entendent que celles et ceux qui luttent aussi pour les libertés mais qui pensent différemment craignaient de voir de telles pratiques abusives. Qui a raison? Je crois que là aujourd'hui ce n'est pas la question que je me pose quand 4 hommes armés demandent à une femme de se vêtir différemment. C'est nous tous qui sommes perdants. Nous toutes. 4 hommes armés. Que celles et ceux qui sentaient que les choses se passeraient ainsi ne se gargarisent pas de cette situation en scandant « On savait, on l'avait dit, on avait raison ». Par respect pour cette femme. Ce matin, chacun peut faire montre d'un peu de retenue et de dignité dans les argumentaires. Dignité, c'est ce dont cette femme et ce pays ont besoin. Dignité, je suis femme. On pourra vous prendre au sérieux quand vous voterez des lois contre le harcèlement sexuel et quand vous ferez le ménage de vos partis politiques gangrénés par des abuseurs ou des violeurs. On pourra vous prendre au sérieux. En attendant, par respect pour toutes celles qui meurent de la main de leur conjoint ou ex, fermez vos gueules, fermez vos gueules. En attendant, fermez vos gueules, fermez vos gueules. On pourra vous prendre au sérieux quand vous voterez des lois contre le harcèlement sexuel et quand vous ferez le ménage de vos partis politiques gangrénés par des abuseurs ou des violeurs. En attendant, par respect pour toutes celles qui meurent de la main de leur conjoint ou ex, fermez vos gueules, fermez vos gueules. On pourra vous prendre au sérieux quand vous voterez des lois contre le harcèlement sexuel et quand vous ferez le ménage de vos partis politiques gangrénés par des abuseurs ou des violeurs. En attendant, par respect pour toutes celles qui meurent de la main de leur conjoint ou ex, fermez vos gueules. Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Un big shout-out à Souhait qui nous a permis, avec ses délires et ses facéties, n'est-ce pas, qu'on a pris comme ça à la volée, de faire un petit jingle. Donc un texte très puissant de D de Cabal qui est avec nous comme dans le building, comme je vous l'ai annoncé avant ce son. Donc si vous prenez l'émission en cours, on est avec D et on n'a pas dit tout ce que D a déjà fait. Il a déjà fait beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un de très inspirant et qui manie les mots, qui manie les textes de tellement de manières différentes qu'il arrive à faire bouger les cœurs et donner à réfléchir à un nombre de personnes. Et justement, moi, j'avais vraiment envie de parler de cette thématique qui est, mine de rien, liée à ce texte « Je suis femme », c'est-à-dire l'intégrisme masculin, entre guillemets, comme tu l'appelles dans le son. Qu'est-ce qui t'a mis justement sur ce chemin? Parce que finalement, interroger le masculin, c'est quelque chose qui a peu, on voit des courants féminins qui s'interrogent, mais le masculin qui s'interroge dans sa domination, en fait, cette question d'assumer, de se dire, ok, on est dominant, ok, de déconstruire finalement, parce que c'est ton travail, de déconstruire le masculin tel qu'il est de nos jours. Il y a pas mal de choses qui font que j'ai travaillé cette question. Il y a déjà, de manière intime et personnelle, c'est une question qui a été très présente chez moi assez jeune. Et
ce qui m'a, moi, donné envie d'écrire sur le sujet, etc., c'est à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir eu accès à une espèce de zone d'apaisement, quoi. Et je me suis dit, ok, peut-être que maintenant je peux écrire sur le sujet. Et en fait, j'ai commencé, le début de cette histoire-là, il est dû un peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que j'ai été confronté à des blessures de l'enfance, il a fallu que je fasse un peu la paix avec ça, et donc j'ai commencé à fouiller, j'ai trouvé des choses pas très jolies, et donc j'ai continué à fouiller, et du coup ça a commencé à expliquer certains comportements, et je me suis dit, au bout d'un moment, tu peux pas reculer, quoi. Et c'est vrai que dans ce prérequis, voilà, quand on épluche les chiffres, la plupart des agresseurs ont été des agressés. Toi, même si tu te considères pas comme agresseur, tu regardes dans ton histoire, tu as des parts d'agression, donc tu commences à dire, ok, si moi j'ai pas envie d'être un agresseur, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, etc., etc. Et puis tu creuses, et puis tu commences à faire du détail, et tu accèdes à des zones un peu secrètes dont tu n'avais pas idée, et ça devient une espèce de quête infinie, quoi. Et je pense sincèrement que tu peux pas partir dans ce travail-là si c'est pas vital pour toi. C'est tellement compliqué, c'est tellement le travail à faire est tellement profond que il faut que tu le fasses parce que c'est vital pour toi. Tu le fais pas parce que c'est cool ou parce qu'on t'a demandé de le faire. Tu fais pas pour rendre service à quelqu'un, que ce soit ta copine, ta grande sœur, ta mère. Il y a un truc qui pour moi est de l'ordre de j'ai compris qu'il faut que je travaille sur ces questions-là parce que c'est vital et qu'il y a quelque chose qui me va pas dans le modèle proposé. Et là, on est confronté au fait que c'est très très compliqué de réinventer ce modèle-là et de déconstruire, parce que finalement, dans le travail, on est confronté à tout ce qu'on a mis en place sans s'en rendre compte pour assumer ce truc-là, parce que c'est plus simple, parce que c'est le chemin le plus rapide, et parce que personne n'interroge, ou très peu. En tout cas, pas dans les... j'ai envie de dire, pas dans nos milieux d'hommes, c'est pas quelque chose qu'on interroge, au contraire, c'est quelque chose qu'on va surjouer pour pouvoir exister dans un monde, dans notre monde masculin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... une fois que tu commences à poser ces questions, comment finalement, et moi c'est la chance que j'ai dans le travail que j'ai fait en parallèle avec des groupes d'hommes que j'ai formés, et en fait tu te rends compte assez rapidement que tout le monde sait, tous les hommes savent que c'est une partition qu'ils sont en train de jouer, quoi. Et après c'est selon les parcours, selon les sensibilités, et selon le degré d'envie de bouger ça ou d'interroger ça, que les gens vont réagir, mais aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a peu de gens ne se sont posés aucune question. Les gens y répondent avec leurs outils du moment, et puis ou décident d'enterrer les réponses ou d'enterrer les questions, mais ils le font sciemment. Et après, ce à quoi ils n'ont pas forcément accès, c'est l'espèce de réaction en chaîne que leur prise de décision entraîne, quoi. Mais voilà. Et puis moi, j'ai des enfants, et puis à un moment donné, je me suis dit que je voulais. Il y avait quelque chose en moi qui devait bouger si je voulais être à un endroit qui m'intéresse sur cette question du genre vis-à-vis de mes enfants aussi. Et ça a été. Et en fait, très concrètement, j'ai jamais rencontré d'hommes aussi intéressants. J'ai jamais autant appris depuis que je travaille sur ces questions, depuis que je fais des groupes et qu'on discute de ça avec d'autres hommes et tout, et c'est hyper intéressant. Alors, on va revenir sur les groupes parce que je pense que c'est une démarche très importante. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que lors de la rencontre qu'on avait, lorsqu'on s'était rencontrés justement au Club Reed, et lorsqu'on parlait de Marianne et le garçon noir, justement, j'ai échangé avec des femmes qui étaient présentes dans l'assemblée, et justement, j'évoquais mon parcours et ce qui faisait que je m'interrogeais finalement à ces questions. Et elle me disait, quand je leur disais mon parcours, elle me disait, tu vois, souvent les hommes qui vont s'interroger ou qui vont vraiment s'interroger explicitement, de manière très explicite à ces thématiques, c'est des personnes qui ont été confrontés dans leur enfance ou non à des choses négatives liées à la sexualité ou autre. Et c'est vrai qu'on a cet exemple aux États-Unis récemment. Le présentateur, animateur du Breakfast Club, donc une grosse émission qui est cotée aux États-Unis, une grosse émission hip-hop qui reçoit vraiment tout le monde, que ce soit des gros politiques, voilà, un petit peu comme Street Diamond. Mais voilà, justement, Charlemagne a sorti récemment un livre qui s'appelle Shook One, Anxiety, Play Tracks on Me. Et en gros, c'est sur tout ce qui est... ça a trait en fait à la psychologie, parce que lui il a été molesté, comme ils disent, quand il était plus jeune, donc il a subi des violences sexuelles de la part d'une tante, et donc du coup ça l'a traumatisé, et ça fait que jusqu'aujourd'hui, et par rapport à ses enfants, il te le dit, lui il a de l'anxiété chronique,
juste le fait de laisser ses enfants partir à l'école, pour lui, c'est très difficile. Donc du coup, il fait aussi beaucoup, il a fait récemment une émission où il était avec un psychologue en direct, justement parce qu'il essaie de démocratiser le fait d'aller voir un psychologue. Et lui, à chaque fois, il le dit dans l'émission, de toute façon, moi, je pars en vrille et j'y vais tous les vendredis parce que j'en ai besoin, sinon je pars en vrille totale. Moi, ce qui m'est arrivé, parce que je vais partager avec les auditeurs et tout le monde, c'est que à un moment donné, voilà, entre mes déménagements entre les Antilles et la France, et voilà, ouais, je vais dire la France, et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans une maison vide, j'étais avec mon frère et ses amis. Mon frère est plus âgé que moi, et donc à un moment donné ça jouait à se taper entre guillemets, ça se chamaillait, et à un moment j'ai été maîtrisé par 2 mecs, et les gars étaient en train de jouer, à commencer à me déshabiller en disant ouais il y a des filles dans le salon, on va te déshabiller, on va te foutre à poil et on va t'exposer aux filles. Et moi j'étais un jeune ado, donc c'est quelque chose que j'ai pris très violemment. Eux ils rigolaient, mais du coup moi je rigolais plus, et donc après je me suis débattu, et en fait quand je me suis débattu, je me suis rendu compte en fait que, j'ai eu l'impression que je pouvais rien faire. Et à ce moment-là, je me suis senti objet. Et là, vraiment, j'étais dans les abysses, tu vois, psychologiquement parlant. Et donc, à ce moment-là, quelques instants après, il y a mon frère qui est rentré dans la pièce, il a mis des kicks et tout, etc. Voilà, ça s'est un peu joué comme ça, donc j'ai pu me débarrasser. Après, j'étais hyper vénère, donc forcément, j'en profitais pendant que mon frère était sur les gars. Moi, je mettais des gros coups de poing et tout. Mais même les gars, après, ils disaient, mais qu'est-ce qui arrive à ton petit frère là qui se calme? Mais moi, j'avais une rage folle. Et après avoir eu du recul et analysé cette scène, j'avais la sensation, en fait, je me disais, j'ai pas vécu même un tiers du quart du tiers de ce que ressent une femme qui s'est fait abuser ou qui a subi quelque chose, hein. Mais juste le fait de me trouver dans cette posture-là, après avoir réfléchi et par rapport au sentiment que j'avais à ce moment-là, c'est un sentiment tellement incroyable que je me suis dit merde, il y a des trucs qui se passent dans notre société là, et que on ne met pas forcément des mots et qu'on fait comme si ça n'avait pas d'importance, mais c'est une importance folle. Et les témoignages qu'on peut apporter, et notamment la déconstruction aussi qu'on peut apporter de ça, ça peut aider beaucoup de gens, et ton travail participe à cela. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu décris clairement une agression sexuelle, et il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'appeler ça agression sexuelle. Et en fait, moi j'ai été abusé sexuellement par ma tante aussi. Il y a une espèce de tradition comme ça, j'ai l'impression. Et j'étais petit. Et en fait, ce qui moi m'a mis en colère, c'est que je me suis rendu compte, j'ai mis le mot agression sexuelle 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Et en fait, comment j'ai fait? J'ai inversé les rôles. J'ai imaginé que j'ai inversé les genres. Je me suis dit, imagine que t'es pas un petit garçon mais une petite fille. Imagine que c'est pas ta tante mais un oncle. Et j'ai dégueulé en fait. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il a fallu que je fasse ça pour comprendre que c'était une agression sexuelle? Et c'est là que mon travail a commencé. C'est là que je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, j'ai vécu ce truc-là et que j'ai pas pu donner un mot précis dessus, etc., etc. Et ce que tu décris et ce que tu as dit là est une parfaite démonstration de comment on intègre quelque chose d'hyper violent et qu'on en fait autre chose pour pouvoir avancer, etc. Et la violence que tu as subie ce jour-là, elle s'est déposée quelque part. T'as dû la traiter ou pas, elle est ressortie à d'autres endroits, etc., etc., etc. Et c'est là-dessus que je travaille, c'est là-dessus qu'on travaille ensemble avec les hommes avec qui je travaille, parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut pas nommer. Moi, un truc que je fais souvent, une espèce d'exercice que je fais comme ça, c'est de dire à des moments, je remarque par exemple que les hommes avec qui je travaille, toujours avec qui je travaille, parce que je ne rencontre pas tous les hommes, mais sont très prompts à rire de leur propre viol. Un homme peut te raconter un truc, si tu inverses les genres, c'est un viol, et tout le monde peut rigoler, et je leur dis à chaque fois, imaginez-vous des femmes faire ça. Ils font, mais non. On a intégré quelque chose, on a intégré une part de violence en nous qui est incroyable, et comme je dis souvent, comme par hasard, on est le groupe humain le plus violent. Et on absorbe. Et le début de mon travail, ça a été ça, c'est que je voulais pas directement travailler sur la violence qu'on envoyait, mais plutôt sur celle qu'on avait reçue. Parce que je me doutais bien que c'est un travail de longue haleine et qu'il fallait commencer par quelque chose, et du coup arrive là aussi la question du consentement, etc., du consentement et masculin et féminin, et de voir qu'en fait ce qu'on s'est dit, quoi, c'est de constater que les hommes se posent rarement, voire jamais cette question, et de dire mais comment alors on peut nous
s'enquérir du consentement de l'autre si on sait même pas comment ça marche pour nous? Alors comment ça se fait que les hommes avec qui on travaille essaient de faire hyper attention au consentement de l'autre sans se poser cette question-là? Et ce que tu dis, c'est précisément la théorie que moi je défends. C'est que ceux qui sont ce que j'appelle les attentifs, c'est parce que dans leur vie, dans leur parcours, ils ont compris ce que c'était d'être une victime de quelque chose, et il y a quelque chose qui s'enclenche en eux qui permet d'être à l'écoute. Et avec ce truc de dire, c'est pareil, mon truc aussi c'est de bosser, mon sujet c'est Monsieur Tout-le-Monde. Mon sujet c'est pas Guy Georges, parce que Guy Georges, les gens l'identifient comme un meurtrier. Mon sujet c'est même pas Georges Tron, les gens ont identifié que c'était une crapule. Mon sujet c'est Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-monde c'est celui qui aura trop bu et qui va mal se comporter, et sa pote va pleurer, et tous les potes de la pote vont dire ouais mais tu sais très bien qu'il est pas comme ça, et donc on va plus jamais en entendre parler. Monsieur Tout-le-monde c'est le mec qui avait cru que c'était le bon moment et qui a un peu insisté, et il a pas vu que la meuf était en larmes, il le verra jamais, il le saura jamais. C'est le mec qui est à la fac avec ses potes, et c'est tout ça. Et en fait personne ne s'occupe de ces gens-là, personne. Ils échappent à tous les chiffres, pourtant les chiffres des agressions sexuelles continuent de monter, et en fait ce qui m'intéresse c'est ça, c'est Monsieur Tout-le-monde est un violeur potentiel. Et une fois que tu entends ça et que tu peux travailler avec ça, bah tu vois la vérité en face. Effectivement, parce que je suis un homme, parce que j'ai emmagasiné et intégré des mécanismes de violence depuis tout petit et que j'en ai rien fait ou pas grand chose, eh ben je suis un violeur potentiel. Donc une fois que tu travailles là-dessus, bah tu te fais un peu de mal et tu bosses et tu bosses et tu bosses. Et là pour moi c'est hyper intéressant de se dire ok, travaillons sur cette supposée dangerosité, et une fois que tu creuses un peu le travail, tu as accès, et là c'est pour moi que ça devient intéressant, tu as accès à la part de violence que tu renvoies, et tu as aussi accès au fait que la violence n'a pas de genre, parce que l'exemple de ma tante, c'est un exemple qui est assez récurrent. Tu as des gens qui racontent des situations d'abus sexuels de femmes sur eux, etc. Tu ouvres un nouvel espace et qui te dit ok, tout ça est un peu plus compliqué. Et moi ça m'intéresse de dire ben finalement est-ce que le problème c'est pas la violence dans son ensemble? Effectivement, il y a des chiffres hyper précis qui tombent sur la violence masculine, elle est réelle, je ne vais pas la nier du tout, elle vient de quelque part et c'est un énorme problème. Et en même temps, si on ne travaille pas à dégenrer ce rapport à la violence, on va résoudre qu'une partie du problème, quoi. Donc en tout cas c'est là-dessus que je travaille, pour la faire très très courte, hein, mais c'est dur de résumer. Manu Dorlis. Ouais, je voulais revenir à la notion du Monsieur Tout-le-Monde, parce que tu citais Guy Georges juste avant. Je trouve ça assez intéressant parce que est-ce qu'on a besoin d'être justement, le mécanisme est que ça rassure un peu tout le monde qu'on montre Guy Georges comme une brute, comme une bête. Il est quand même le résultat d'une société. Et ça exempt les autres de se questionner sur leur propre attitude. Donc est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Et puis aussi le fait, la seconde partie de ma question, c'est quand tu parlais des hommes qui rient de leur viol, aussi il y a une indication qui fait que tu es supposé être le dominant dans la société occidentale, tu es supposé être le dominant en tant qu'homme. Donc rigoler, c'est renvoyer, c'est exorciser un peu cette position de victime que tu occupes au moment où ça t'arrive. On est d'accord sur le raisonnement? Est-ce que je suis clair ou Oui, même dans les Mac raconte l'exemple et il finit par réussir à en rire quand il raconte qu'il met des coups de poing, il reprend le contrôle de quelque chose à ce moment. Oui, non, mais je voulais aussi obtenir un petit peu ton avis là-dessus. Alors, je pense pas que les mécanismes en fait l'agresseur victime, enfin je vais citer quelqu'un qui a rien à voir dans le sujet, mais quelque part il est lié à ça, qui disait que de toute façon, en parlant d'Hitler, c'est Césaire, en parlant d'Hitler, qu'on avait tous un petit Hitler qui dormait au fond de nous, et c'est comme ça qu'il avait pu monter lui-même et diriger l'Europe de cette manière, comme il l'a fait pendant un certain temps. C'est parce que, quelque part, il y a eu des complicités de tous. Et qu'elles sont valables aussi dans l'agression sexuelle, elles sont valables aussi dans le déni d'une situation, d'un racisme, etc., etc. Ouais, dans l'ordre, sur Guy Georges, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui tue des gens et qui le fait plusieurs fois, et quelqu'un qui se rend pas compte qu'il viole sa femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que je parle de Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-monde ne s'identifie pas avec Guy Georges parce que heureusement Monsieur Tout-le-monde ne tue pas des femmes, tu vois. Mais est-ce qu'à un moment on a posé les bonnes... enfin après on va pas dériver sur Guy Georges, mais est-ce qu'on a posé les bonnes questions de savoir si le gars s'apercevait de ce qu'il faisait? Parce que dans ces cas-là, il y a une similitude de comportement. Ouais, mais si tu veux, là où ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, Guy Georges est un sujet. Donc les gens parlent de Guy Georges, d'accord? Mais Monsieur Tout-le-monde n'est toujours pas un sujet. Alors que Monsieur Tout-le-monde viole sa femme régulièrement.
Et c'est ça, pour moi il est là le problème, c'est que si on focalise sur les gens qui sont... alors il faut focaliser, c'est-à-dire que c'est un vrai questionnement pour la société, hein, je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, mais si tu veux, tous les gens qui feraient des choses moins graves ne se sont pas concernés. Je l'ai pas tué, effectivement elle a pleuré après, c'est pas si grave, c'est ma femme, je l'ai épousée, j'en fais ce que je veux, enfin, tu vois tous ces discours-là. Oui, mais justement, on est au niveau, là aussi il y a un point important, peut-être qu'on n'aborde pas, ou qui est pas suffisamment clair, mais c'est le curseur de tolérance. Moi, ça m'a toujours choqué qu'on présente des gens qui fassent des choses sous l'aspect d'un monstre. Ah, je suis d'accord avec toi. D'un monstre. Moi, la plus belle... Bon, enfin, je vais revenir à quelque chose qui m'a profondément marqué, qui m'a amené à faire de la photographie. J'ai vu le portrait d'un vieil homme qui avait l'air faible et complètement humain à la portée de tout le monde, et ce gars-là était un collaborateur nazi et qui avait fait des horreurs. Et j'ai trouvé la photo très très intelligente de ne pas le présenter comme un gars avec le regard d'acier, froid, limite au garde à vous et compagnie, parce que ça humanisait et ça le rendait responsable aussi de ses actes. Exactement, et ça nous rend nous responsables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit de quelqu'un qu'il est un monstre, c'est qu'on l'exclut de la communauté humaine et qu'on dit que c'est pas nous. Donc, voilà. Il est exceptionnel. Ouais, c'est ça, il est pas comme nous. Or, effectivement, moi j'ai beaucoup, depuis 20 ans, j'ai pas mal travaillé en prison. Et je peux certifier que les gens que je rencontre à l'intérieur sont les mêmes que je rencontre à l'extérieur. Il y a très peu de différence. Il y a des choses dont on ne sait pas, qui permettent certains types de passages à l'acte, etc. Et effectivement, la société peut bien se débarrasser des monstres en disant qu'ils ne sont pas dans la société. Alors que c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui passent à l'acte une fois dans leur vie, on ne sait pas comment ça se fait, et on n'interrogera jamais autre chose qu'il a agi sous le coup de... Enfin, on n'arrive pas à creuser là-dedans comment il se fait qu'un jour, n'importe lequel d'entre nous peut passer à l'acte et partir en sucette, quoi. Et effectivement, moi, ce discours de ces gens-là ne sont pas de la communauté humaine, il me va pas, parce qu'en plus je suis renois. Parce qu'effectivement, les renois, pendant longtemps, ils appartenaient pas à la communauté humaine. Et on voit bien qu'il y a aussi dedans de la mascarade et du déni, et de dénier que la violence est en chacun de nous, quoi. Sharon. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je trouve ça hyper intéressant, moi, ce travail autour des masculinités et l'initiative en elle-même de créer des groupes, si j'ai bien compris, d'hommes. D'autant plus intéressant parce que, encore une fois, moi je suis évidemment une fervente défenseuse de la non-mixité. Donc, pareil. Donc je trouve ça extrêmement intéressant que des hommes puissent se réunir et réfléchir donc sur leur domination, mais aussi libérer une parole autour des violences qu'ils ont pu subir. Mais du coup, moi j'avais une question, c'était aussi la question des émotions, en fait, parce qu'effectivement on parle de sujet et on sait très bien qu'un sujet il est aussi composé d'émotions, et que il y a ce que la société fige, du coup impose aux hommes et fige en termes d'émotions. On n'attend pas que les hommes soient émotifs, on n'attend pas que les hommes puissent même verbaliser leur agression sexuelle. Et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi tu travailles cette question de l'émotion, de l'expression des émotions. C'est quoi, quels outils tu utilises, est-ce que on parlait tout à l'heure l'idée d'aller voir un psychologue, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles tu travailles, d'encourager aussi ces hommes à un moment donné à déposer aussi des choses, donc des émotions en dehors de leur sphère, peut-être de leur entourage, et de viser des professionnels. Comment ça s'organise tout ça? Alors la première marche de ce travail-là, c'est le nom du dispositif, qui est un nom particulier, c'est Laboratoire de déconstruction et de redéfinition du masculin par l'art et le sensible. Okay. Donc déjà, si le mec arrive jusqu'ici, c'est qu'il est super motivé. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, les gens, ils viennent pour discuter, ils ont le sujet plus ou moins, il y a ce titre, ils viennent, et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de faire pas grand-chose. C'est-à-dire que justement, s'ils viennent là, c'est que les questions se sont déjà posées depuis longtemps, et qu'ils ont envie de partager ce sur quoi ils ont réfléchi. Donc généralement, moi je commence par le début. En fait, je dis, si je me penche un peu sur les travaux féministes, il y a ce truc hyper important qui est mon corps, mes choix. Et je me suis un jour posé la question de mon propre consentement, et j'ai remarqué qu'il y avait un désert, et vous.
Et là, on discute pendant 1 an, juste avec cette question-là, quoi. Et ils viennent pour ça. Donc après, moi, il y a un principe où je ne distribue pas la parole, je n'oblige pas les gens à parler. Donc chacun parle ou peut se taire, prend, etc. Dans le dispositif, quand on a suffisamment de moyens pour le faire, alors moi, je travaille avec une thérapeute en parallèle qui est victimologue, et qui n'est pas avec nous, hein, mais je dis, si à un moment donné, ce que tu déposes ici te chahute trop, nous on prend en charge les 2 premières séances avec cette thérapeute qui par ailleurs travaille avec moi, avec qui je débriefe, etc. Parce que du coup je me prends pas mal de choses aussi. Et c'est clairement des espaces qui sont de la même façon que ça peut être thérapeutique d'aller au théâtre ou d'écouter de la musique. Ce sont des espaces qui sont clairement thérapeutiques parce que c'est des espaces qui deviennent super précieux dans lesquels, et puis dans lequel on échange, on dit des choses qu'on ne dit pas ailleurs, quoi. Et il y a ce truc aussi de dire chacun vient pour parler de soi. On n'est pas là pour dire c'est vrai, j'ai remarqué que les hommes mais juste chacun partage son expérience. Et l'idée c'est de dire voilà, ça va être quoi ma mise de départ, qu'est-ce que moi je vais mettre sur la table en partage avec les autres et qu'est-ce que les autres vont mettre en partage. Et donc le dispositif, c'est la 3e année qu'il existe de cette manière-là. Et là je constate, là on vient de commencer un travail hors de Paris. Ce que j'appelle moi la demande silencieuse de ces hommes-là, elle est encore plus forte que ce que j'avais imaginé. Parce que maintenant j'arrive dans des endroits où les gars n'ont pas été super briefés, ils arrivent un peu par accident, et on arrive à avoir des moments de parole complètement hallucinants. Des gens que je vais pas revoir, espèce de one-shot comme ça, où tu as accès à un truc, mais franchement c'est inimaginable. Dans des quartiers où tu rencontres des mecs qui ont fait de la prison, qui ont des gros parcours, qui sont des gens que je connais, j'ai grandi à Bobigny, tu vois. Mais même moi, je pensais pas qu'on pouvait aborder la question de l'homophobie, la question de l'érection, la question de la sexualité, avec des mecs que t'as jamais vu de ta vie, tu vois. Et c'est possible. Parce qu'en fait, la demande est tellement forte, elle est tellement silencieuse que si tu ouvres un espace, et là je le vois là depuis 2 mois, c'est encore plus prégnant que ce que je pensais, quoi. Et en fait, ce besoin, il est vraiment énorme. Et moi, quand je rencontre des gens qui savent pas vraiment ce que je fais là, ouais, on m'a dit que tu faisais un truc, c'est quoi? C'est hyper difficile de résumer. Et je dis juste, je parle de mon prochain spectacle qui parle de ça, et je dis voilà, mon prochain spectacle s'appelle Le silence des hommes, parce que j'ai remarqué, il y a des trucs dont les hommes ne parlent jamais entre eux. Bah, le mec il s'assit et il part direct, avec un mec qu'il n'a jamais vu. Avec ce truc hyper troublant où finalement l'accès à cette parole, enfin c'est tellement nécessaire de l'ouvrir que c'est encore plus simple que ce que j'avais imaginé, quoi. Et avec ce truc qui n'est possible de cette façon-là qu'en non-mixité totale. Parce qu'on avait fait des expériences où finalement quand des femmes rentrent dans l'espace, bah les mecs se transformaient, ils devenaient super cool, tu vois, hyper, ouais tu sais moi je trouve que, tu vois, et en fait c'est intéressant de voir ça. Et j'ai aussi entendu d'expériences similaires dans l'autre sens, où des femmes racontaient que quand des hommes pénétraient l'espace, tout changeait en fait. Les rapports changeaient, les rapports de domination se remettaient en place, etc. Et donc voilà, et je pense que c'est pour ça, c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui que même les masculinistes, ils savent qu'ils se racontent des histoires, ils le savent. Ils savent qu'ils sont en train de se raconter qu'ils sont en train c'est clair. Ah ben, non mais ils le savent que c'est pas vrai. Ce qu'ils défendent, que c'est de la mytho, que c'est un putain de mythe, ils le savent. Et sauf qu'il n'y a aucun espace dans lequel tu peux les mettre techniquement à poil pour qu'on dise bon mec, on sait que tout ça c'est des conneries, viens on parle du vrai truc, quoi. Et nous l'idée c'est justement de partir de ça, quoi. Et ce qui est intéressant c'est que, et là où moi je trouve ça, moi dans le titre que je donne à ces laboratoires là, c'était clairement pour pas attirer des agresseurs, parce que je me sentais pas capable de travailler avec des gens qui étaient pas au bon endroit, etc. Et après, ce qui était super intéressant, c'est que en travaillant sur les non-dits, sur les silences, etc., en accédant à la part de violence qu'on a reçue, qu'on n'a jamais nommée, on accède par le travail à sa part de violence qu'on n'estimait même pas violente avant. Et là, pour moi, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que personne n'a dédouané, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a une responsabilité dans comment il stocke sa violence et comment il la rejette. Et là, je me dis, ok, il y a un mouvement qui est intéressant dans le truc de dire, ok, si moi, en commençant juste par cette question de mon propre consentement, à partir du moment où je réalise que j'ai jamais interrogé mon consentement, ou très très peu, qu'est-ce que ça fait de moi, qu'est-ce que ça fait de ce que j'ai reçu, si j'inverse les rôles, si une femme vit une partie de sa sexualité sans s'interroger sur son consentement, qu'est-ce que ça fait d'elle, comment on va se positionner par rapport à ça, pourquoi ce truc-là je peux l'identifier comme violent et pourquoi je l'identifie pas comme violent pour moi, qu'est-ce qu'il fait, et à partir du moment où on commence à travailler tous ces mécanismes, tout s'ouvre et en même temps tout devient super compliqué. Parce que le monde n'est pas fait pour ça. Et qu'à partir du moment où on commence à dire, ok, bah alors j'ai le droit de dire non. À partir du moment où on commence à produire un non, bah là, les murs explosent. Enfin, si t'es dans Matrix, la maison elle change, quoi. Et là on réalise à quel point tout est construit, et là je parle tout genre confondu, tout est construit pour que le non n'ait aucune place nulle part dans la société. Par exemple, j'en parlais encore hier, quand vous dites oui, on vous demande pas de vous justifier. Le oui ouvre tous les possibles et c'est parti. Quand vous dites non, on va vous demander pourquoi. Et donc il faut justifier le non.
on restreint l'espace du non. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et là, je me suis écarté de la sexualité. Dans le travail, dans le rapport aux amis, etc. Et une fois que tu commences à travailler là-dessus, sur ces questions-là, en partant d'intimité, tu vois que ça se décale sur tout. Et tu te dis, mais putain, le chantier, il est énorme, quoi. Et donc là, moi qui aime bien travailler, j'en ai pour au moins 30 piges, quoi. Et j'aurais pas fini en partant. Mais voilà, il y a quelque chose là qui s'est... Et avec ce truc où... qui est quelque part... c'est peut-être un peu difficile de dire ça dans ce contexte-là, mais moi, de ma place, ce que je vois, ce à quoi j'ai accès, dans ces espaces non mixtes, confinés, secrets, dans ce que j'entends de ces récits intimes, c'est un peu rassurant, en fait. C'est un peu rassurant parce que l'armure, elle se fissure très, 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 très vite. Et si tu arrives à créer des espaces où tu peux travailler à fissurer cette armure-là, pour moi, il y a quelque chose... Alors, on est sur un... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler à long terme, de sortir de la posture. Moi, des lycées me demandent d'intervenir pour dire aux garçons, le sexisme, c'est pas bien. Je fais non, vas-y, payer n'importe qui pour faire ça. Moi, j'ai envie de travailler sur le fond, en fait. J'ai envie de pouvoir ouvrir un espace dans lequel un jeune garçon se sentira autorisé à me dire, je trouve qu'une meuf en jupe, c'est une pute. Si elle me dit pas ça, je peux pas travailler avec lui. Si lui me dit pas ça, je peux pas travailler avec lui sur cette représentation-là. Si moi je dis, non les gars, il faut respecter, c'est hyper vague. Par contre, si on travaille sur les représentations de manière hyper précise, là on peut bouger des trucs. Et avec cette chose que moi je trouve hyper intéressante, où c'est la première fois, j'ai l'impression d'être confronté à un sujet où, contrairement à ce qu'on pense, les jeunes sont plus forts que nous. Ils bougent plus vite que nous. Parce qu'ils sont moins figés dans des représentations, parce qu'ils sont plus jeunes. Et moi, pour avoir travaillé avec des jeunes gens entre 19 et 20 ans, j'ai un groupe qui est ouvert à la fac de Villetaneuse depuis 2 ans. C'est hallucinant comment ils se déplacent hyper vite. Ils sont 10 fois plus souples que moi qui ai 44 piges. Et donc voilà, c'est un champ qui est expérimental, mais qui est hyper intéressant. Et voilà, moi sur 3 ans, je pense qu'aujourd'hui j'ai dû voir une 50aine d'hommes. Et alors, pour le coup, tout profil, toute nationalité, tout niveau social. Pas de très très riches, ils ont d'autres trucs à faire. Mais là, c'est intéressant de voir où justement cette question-là, il y a une espèce de socle commun, quoi, sur la construction du masculin qui est hyper troublante. On a envie de se demander où est la source. Et que ce truc de la société, c'est pas assez précis pour raconter comment. Mais j'ai pu discuter avec des Japonais, des gens à New York, des gens en Guyane, des gens en région parisienne, des gens à Chambéry, des gens à côté de Lille. Il y a un truc, une espèce de tronc commun sur cette absorption de la violence et de rien en faire qui est assez terrifiant, quoi. Et du coup, la finalité, toi, quelle finalité tu vois à ces ateliers en tant qu'animateur, du coup, et aussi en termes de projets collectifs? Alors, il y a 2 aspects. Et moi, ce que j'avais dit au premier groupe qu'on avait commencé à se réunir, qui était très important pour moi de préciser, c'est que je n'ai pas créé ces groupes pour alimenter mon travail artistique. C'est pour moi 2 choses complètement... Enfin, c'est parallèle, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Même si ce qui s'y passe peut nourrir mon travail artistique. Donc, à la base, la seule finalité, c'est en fin d'année, on fait une petite restitution, qu'on ouvre un peu de public, où les hommes racontent ce qu'ils ont traversé pendant l'année. Ça, c'est une première finalité. Et là, avec ceux qui se réunissent pour la 3e année de suite, eux vont participer à mon prochain spectacle, qui se jouera à la Colline en mars, qui traite de ces questions-là, qui s'appelle Fêlure, le silence des hommes. Et il y a le spectacle qui va exister tel qu'il est, et eux vont être ajoutés à la pièce pour les week-ends, pour faire entendre leurs paroles. Donc ça, c'est une espèce de finalité plus, parce que ce groupe est devenu vraiment un socle très, 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 très puissant pour moi, et qu'on a envie de continuer à travailler. Et la finalité, elle est simple, c'est la transformation. Les gens se transforment. C'est-à-dire que tu peux pas venir tous les mois traiter ces questions-là et être imperméable à ce qui se passe dedans est trop puissant. Et d'entendre ces expériences, de pas te sentir seul dans l'interrogation de ta masculinité, comment tu te sens, etc., ça te remue. Donc, une fois que ça commence, tu es déjà dans une finalité de transformation, que tu le veuilles ou non, ça bouge, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu commences à prendre conscience de certains mécanismes, les tiens, ceux des autres, etc., ta vie change. C'est très... Voilà, là c'est pas chez l'émission, mais si je faisais une espèce de compte-rendu de ces 2 dernières années, comment ma vie a changé, mais il faut... Et c'est pour ça que je disais au début qu'il faut avoir envie de le faire. C'est pas... si tu fais ça parce que tu veux faire plaisir à ta copine ou à ta sœur, en cours de route, tu vas dire mais n'importe quoi. Il faut que ce soit pour toi hyper important de travailler sur ces questions-là. Il faut que tu aies compris que tu as besoin de te déplacer, sinon tu fais pas le travail. Parce que c'est super remuant. Alors moi je suis pas d'accord avec toi, parce que l'émission, il n'y a pas de thématique précise, mais si tu as envie de dire des choses qui ont changé pour toi dans ta vie de tous les jours, déjà tu peux le dire. De 2, ensuite il faut savoir que le travail 2D est aussi porté en partie à l'écran via le film Le bruit de nos silences de Héloïse Bouton et de lui-même,
qui a été diffusé en mars dernier sur France O. Et voilà. Et que justement, moi, j'aimerais te demander, parce que là, le temps, il file et on passe un moment hyper agréable, parce que cette parole, elle est super importante. Moi, c'était important pour moi d'avoir un début, une introduction, vraiment, pour que, voilà, on tasse le truc et qu'on puisse en arriver à ce moment où on parle de cette thématique-là qui est hyper importante. Et je pense que si c'est possible de te recevoir en 2019, et peut-être avec des personnes issues de ton groupe, et voilà, faire... parce que je pense que cette parole-là, elle est super importante dans notre société. C'est une parole qui est trop rare, justement. On ne se demande pas s'il y a une mode de fabrication du masculin, finalement. Et on ne se demande pas qu'est-ce que c'est être un vrai homme qui apparaît comme une véritable, comme tu le disais, injonction faite aux hommes afin qu'ils soient exactement ce qu'un système injuste et inégalitaire attend d'eux. Donc... on sait que nombre de comportements s'imposent aux vrais hommes, entre guillemets. Et tout ça, c'est lié, certains vont à la sexualité. Et justement, il y a cette théorie que tu as découvert via tes groupes de parole. La différence entre être un vrai homme, qui est l'opposé à être un homme véritable. Bah là, on est dans du concept, c'est-à-dire que j'ai proposé un concept pour répondre à un autre concept. Le vrai homme est un concept, et pour moi, aspirer à être un homme véritable, c'est justement être plus enclin à être à l'écoute de ses ressentis, de sa sensibilité, et de ne pas se refuser à être soi-même sous prétexte qu'un homme ne doit pas faire ci ou ça. Donc voilà, c'était pour moi une espèce de pivot intellectuel de construction pour pouvoir construire mon raisonnement et dire voilà, s'il n'y a pas de vrai homme et qu'il n'y a pas d'autre modèle, quel autre type de concept tu peux proposer. Et il y avait ce truc de dire homme véritable, voilà, c'est être véritable étant plus pour moi plus prégnant que vrai étant une posture dans ce cadre-là, quoi. Et même j'aimerais même préciser être un vrai homme, parce qu'il y a ce truc depuis qu'on est petit. C'est oh, t'es un bouffon, t'es pas un bonhomme, vas-y, sois un homme. Même tu sais, quand t'es petit, tu commences à pleurer ou à chigner, t'as ton père ou ta mère qui dit allez, sois un homme, c'est bon, hein, t'es un grand garçon, hein. Les grands garçons, ça pleure pas, hein. Donc du coup, ça commence déjà, tu construis déjà un mécanisme. Et même j'ai vu des mères ou des pères de famille, hein, mais ça arrivait que des mères de famille qui sont femmes seules et qui ont subi des choses vis-à-vis des hommes, et un petit enfant à la maternelle, et quand il sort de classe, et regardez, mon fils, il a plein de petites copines. Donc elle le met déjà, elle s'en rend pas compte, hein. Il y a déjà une construction qui se fait. Mais et pour moi en fait, je trouve que c'est important de bien faire attention à ce concept, parce que je trouve qu'il est super intéressant. Et justement, dans le livre de Eleonore Miano, Eleonore Amagno. Bien, j'arriverai pas à le dire ce soir. J'arriverai pas à le dire ce soir, merci, tu m'as un peu sauvé la vie. Il y a cette parole que tu dis concernant certains groupes qui se considèrent comme des vrais hommes, et tu dis ça. J'ai noté un phénomène très intéressant en observant les comportements de certains hommes dans les hammams ou les piscines publiques. Il y a deux types d'hommes qui restent systématiquement en groupe, portés par ce besoin impérieux d'être ensemble pour se rassurer dans les espaces de ce type. Ce sont les jeunes des quartiers populaires et les policiers ou gendarmes. Les jeunes de quartier sont aisément reconnaissables. En revanche, si vous croisez une autre tribu de mâles dans de tels lieux, tendez l'oreille, écoutez leurs échanges. Il sera rapidement question de grade, de hiérarchie, de brigade d'intervention. C'est saisissant. Ces deux classes de représentation du bureau officiel sont deux classes de représentation officielle du bureau des vrais hommes. Ouais, ça c'est véridique, c'est-à-dire que j'ai vraiment vécu ça à plusieurs reprises où tu vois un groupe de mecs et tu te dis mais pourquoi ils prennent autant de place, et t'écoutes et c'est des keufs et c'est hallucinant, et ils sont en slip comme tout le monde, mais il faut quand même qu'ils affirment quelque chose, quoi. Et tu le remarques dans leur démarche, dans la façon de se tenir, le torse vers l'avant, etc. Et oui, ce que j'essayais de démontrer dans ma participation au livre de Léonore Miano, Marianne et Garçon Noir, c'est que pour moi l'opposition jeune police, c'est une opposition de virilité en fait. C'est une guerre, ce que j'appelle la guerre du masculin. Et c'est pour ça qu'elle fait autant de victimes. C'est que c'est l'endroit où dans chacun des deux groupes,
personne ne veut renoncer à son idée du masculin. Je baisse pas mon froc, il va fermer sa gueule, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi violent. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Moi, je trouve ça... Alors moi, j'ai un avis un peu mitigé. Ouais, mais vas-y, hein, mitigant. Ouais, mitigant. Enfin, après, il y a quand même du côté de la police aussi après, on va dire que je vais défendre les jeunes des quartiers, mais why not? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même dans cette bataille de virilité qui est réelle, mais il y a une virilité qu'on veut dominer, qu'on veut maîtriser, qu'on veut qu'on tabasse, qu'on veut étouffer, qu'on tue des fois. Ah, bien sûr. Et du coup, il y a certes une bataille, mais en fait, on sait d'avance qu'il y a une institution. Je dis pas qu'ils sont à armes égales, hein. Je dis que c'est une guerre. Ils sont pas du tout à armes égales. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, ça pose quand même question sur sur des questions de classe et de race aussi, comment on perçoit le masculin, comment les classes dominantes perçoivent le masculin dans les quartiers populaires, mais aussi dans les zones rurales. Tu vois, il y a aussi de ça aussi, moi, qui m'interpelle beaucoup. Et quand c'est en plus des jeunes qui sont racisés, avec vraiment cette volonté de maîtriser justement cette virilité. Ce que tu dis est hyper juste. Pour moi, le débat sur la classe sociale et le rapport police et racisé, il existe déjà. Moi, j'avais l'impression que j'avais envie d'investir un espace sur ce truc de masculinité où j'avais l'impression que tout le monde faisait comme si le sujet n'existait pas. Et comme je participais à un ouvrage collectif autour de ces questions-là, moi, je me suis dit, pointons là-dessus. Parce que moi, je le vois, je suis confronté à ça, et j'observe, etc. Et que pour moi, il y avait un truc intéressant à focaliser justement sur ce truc de masculinité qui est vraiment redoutable et qui est effectivement renforcé par les représentations, l'exotisation du corps noir ou du corps maghrébin, etc., qui participent à cette guerre du masculin pour le coup. Mais est-ce que du coup, est-ce que du coup cette virilité pour des hommes qui sont dans des territoires ou qui sont dans des positions sociales qui sont du coup infériorisées, est-ce que la virilité c'est pas le dernier espace? Carrément. C'est pour ça que c'est problématique. Ah mais carrément. Mais c'est pour ça que ça laisse une part belle à la violence, parce que c'est le dernier espace. C'est-à-dire que ces gens-là ont renoncé à tout. Ils peuvent renoncer à une classe sociale meilleure, à un métier qui leur convienne, au respect dans les espaces publics parce qu'il n'y a pas de respect. Mais ce truc-là, ils vont pas le lâcher. Et c'est ça qui les rend dangereux. Il y a quand même un fait divers qui réunit tout ça, quoi. C'est le viol de Théo. C'est sodomiser un mec avec une matraque. Quand t'es un flic, tu fais ça au vu de tout le monde. Et ça rappelle un petit peu, parce que on peut relire aussi James Baldwin, qui aborde souvent ces thématiques-là et qui expliquait qu'à une période sous la ségrégation, l'acte qui était le plus souvent pratiqué auprès des hommes noirs était de les émasculer. Donc ça en dit quand même beaucoup. Ça en dit long sur les symboles en fait d'un acte pareil. C'est clair. Et justement, moi j'ai envie parce que l'interview se termine malheureusement, hein, n'est-ce pas? On a vraiment passé un moment de ouf avec toi, Dé. Je voulais encore te citer par rapport à Olive, Marianne et le garçon noir. Donc tu dis, pour appartenir au groupe des vrais hommes issus de la jeunesse des quartiers populaires, il ne faut pas être homosexuel ni puceau. Et il ne faut absolument pas être pro-féministe. C'est la porte ouverte à l'homosexualité. Mieux vaut être sexiste et ou au pire un peu raciste, surtout pas féministe. Pour appartenir au groupe des vrais hommes au sein de la police nationale, il ne faut être ni homosexuel ni vierge. Sexuellement, il faut se montrer très performant, être sa propre référence sur le sujet. Séduire les filles est d'importance capitale. La gloire revient à celui qui accumulera le plus de partenaires. Oui, c'est l'endroit où les représentations masculines et sexistes communiquent. Moi, je suis convaincu que, et parce que je l'ai déjà vu, que si tu arrives à créer un espace où les policiers et les jeunes peuvent parler de sexualité et de rapport de domination vis-à-vis des femmes, ils vont être d'accord sur plus d'un aspect, quoi. Et moi, j'ai jamais, et puis on en parlait tout à l'heure dans Exhibit B de manière détournée, mais moi, j'ai jamais rechigné à pointer ce qui me désole, même dans ce qu'on pourrait identifier comme étant mon propre camp.
J'ai depuis toujours fait des morceaux contre l'homophobie dans mes raps, et je dis pas qu'il y a plus d'homophobie dans le rap que dans la danse classique, je suis pas fou, mais je dis que j'ai accès à cette part-là, et c'est pour moi intéressant et important d'y travailler. Et oui, c'est vrai, il y a des représentations qu'on a dents dures, pardon, et moi ça m'intéresse de faire des parallèles dans deux groupes qui se détestent, mais qui à un endroit sont d'accord pour dire qu'un PD c'est un PD et qu'une meuf faut qu'elle ferme sa gueule, pour le dire vite. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que du coup, appartenant au groupe des dominés, on essaie de trouver une posture dominante dans notre posture de dominé, ce qui veut pas dire que les dominants ont moins tort ou moins... Enfin, c'est pas ça. C'est que nous, de notre place, il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Pour moi, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on est dominé que... Voilà, moi, je suis dominé dans le quotidien sur ces questions-là. Ça m'empêche pas de réfléchir et de dire putain, il y a un truc qui cloche chez nous, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais un fond. Et après, pour moi aussi, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, dans la façon dont le rap s'est développé ces 5 dernières années, là où pas mal de gens de ma génération crient c'est la honte, etc. Moi, quand je vois des Young Thug ou des Wiz Khalifa qui s'habillent pas comme on s'habillait avant, quand Young Thug il est en robe de mariée et que le mec est bi, assumé, en fait ce qu'on raconte au monde, c'est que contrairement à ce qu'ils nous ont fait croire, le hip-hop est pas plus sexiste ou homophobe que notre musique, au contraire, c'est la musique la plus inclusive aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre exemple de courant musical où il y a autant de variétés. T'as 50 Cent d'un côté et Young Thug de l'autre, quoi. Et puis tout le rap gay qui se développe, etc. Donc les homophobes de notre camp sont pas contents, mais on voit bien que ce mouvement-là est à l'image du monde tel qu'il est aujourd'hui, n'en déplaise aux autres. Et en fait, pour moi, c'est hyper important de mettre ça aussi en relief, quoi. Non, mais je pense que c'est super important de dire ça. Je dis souvent ça, c'est super important de dire ça dans l'émission, mais on a tellement d'invités qui ont la parole sincère et évidente et nécessaire. Et justement, il y a même un rappeur, justement, j'ai oublié, un rappeur de Chicago là qui défonce tout depuis quelques années là. Il a son frère qui est homosexuel et justement lui, donc du coup, aux États-Unis, ils sont déjà dans une étape où être rappeur homosexuel assumé, ben c'est normal. Enfin, ils sont en train de développer ça et on connaît déjà. Hein, bon, nous on est en retard de 10 piges, il y a pas de souci. Et justement, même dans Power, je sais que cette émission elle est vachement populaire. Et ben, si je ne m'abuse, dans ce genre de série, il y a des rappeurs homosexuels ou je ne sais plus c'est quoi l'autre à part Power. Puis il y a aussi il y a du queer rap Empire. aussi, genre Empire, Mickey Blanco. Voilà. Carrément, et ça, tout le monde continue à vouloir dire que le rap est sexiste et homophobe, alors qu'on démontre tous les jours, par les groupes qui sortent, les projets qui sortent, qu'on est beaucoup plus ouvert que ça, quoi. Mais ce qui ne nous empêche pas de dire, ouais, effectivement, c'était pour revenir sur l'extrait du texte, ouais, effectivement, comme dans toutes les communautés, il y a des soucis et des questions à poser, quoi. Mais nous, on fait le taf, en fait. Pour moi, il y a un truc, à partir du moment où on est dans le groupe des dominés, entre guillemets, on fait le taf. Parce que, en fait, être dominé, c'est un taf au quotidien, en fait. Pour se battre, etc. Et puis aussi, à des endroits, dire, bon, ben là, j'accepte d'être dominé parce que j'ai pas le choix. Enfin, en tout cas, tu te réfléchis, est-ce que tu laisses passer ce truc-là, etc., etc. Donc, t'es en taf permanent. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait aller dans tous les espaces, c'est une réalité. Et c'est ce qui nous donne de l'avance. Et on parlait tout à l'heure de... Bon, il aime pas trop que j'en parle, mais comme on a fait un rapide focus sur l'affaire de Théo. Voilà, il y a eu une énorme manifestation à Bobigny il y a un an et demi et c'est mon fils qui l'a organisé. Et pour moi c'était fou. Pour ça il avait 18 ans et je peux te dire que en tant que parent, le dernier truc que tu as envie de voir c'est ton fils faire une manif contre les violences policières, quoi. Ça fait vraiment flipper. Bon, il l'a fait, c'était nécessaire, etc. etc. Et c'était hyper intéressant de voir comment lui s'était saisi cette parole et comment après voilà, ils ont fait quelques télés pour raconter pourquoi ils avaient fait ça, etc. etc. Et tu te dis damn, j'avais son âge, on était déjà sur ces questions nous, là aussi. Et on est presque 30 ans après, quoi. Et t'as ton fils qui prend le flambeau et qui redit il y a un problème avec la police, c'est que le truc est pas réglé, tu vois. Et toi t'étais là, t'as vécu Malou Kusekin et ton fils vit Théo. Et finalement les victimes ressemblent à mon fils, enfin tu vois, il y a un truc qui bouge pas en fait. Et par contre nous, on est déjà en train de travailler à se déconstruire, on avance, etc. etc. Et avec cette volonté justement de dire bah les hommes de demain ils peuvent pas être comme les hommes d'aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? Et on a, pour moi, j'ai le sentiment que parce qu'on est dominé et qu'on refuse cette posture-là, on ne peut travailler qu'à la déconstruction. Et avec ce truc de sur quoi je peux agir moi aujourd'hui, si ce n'est sur moi et mon rapport aux autres, très concrètement. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la façon de se déplacer. Merci D.
Merci à vous. Cette parole était nécessaire merci. sur Street Diamond. Alors oui, parce que tu as dit de revenir en 2019. Ouais. Donc moi je vous invite officiellement à venir voir le spectacle. On va venir. Au mois de mars à la colline. Et puis après on peut se voir pour en discuter. On va venir. Tu peux répéter le nom du spectacle? Fêlure, le silence des hommes. Et ça joue du 20 mars au 13 avril au Théâtre de la Colline à Paris 20e. Et je rappelle aussi qu'il y a le bouquin. Bon, je crois que tu le vends pas le bouquin. Il non, n'est pas vendu. C'est un acte je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, d'altruisme. Donc, mais j'en ai plus pour le moment, on va en refaire. Désolé, c'est tout. Le masculin dans sa relation au féminin et à lui-même, donc voilà, c'est aussi une pièce, et c'est surtout une pièce à vivre, mais ça défonce. Quand vous le lisez, ça défonce, quoi. Donc je vous invite aussi à découvrir le livre dont j'ai lu les extraits, Marianne et le garçon noir, de Eleonora Miano. Non, merde. Léonora Miano. Bref, respect pour elle, hein. Désolé, j'ai écorché votre nom. Ne m'en veuillez pas. 17 reprises. Voilà, 17 reprises, mais ça passera pas aujourd'hui, c'est pas possible. Vous pouvez aussi aller sur le site d2cabal.com. Si vous... N'y allez pas tout de suite, allez-y plutôt au début janvier, là, on va le refaire, parce que c'est un peu la honte. Voilà, allez en janvier, voilà, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, restez connectés, on va faire tourner aussi tout ce que va faire D par rapport à tout ça, parce que ça nous intéresse vachement. Et vous savez quoi, on va prendre une minute, vite fait, une petite minute, justement pour se poser vite fait. Et on enchaîne tout de suite en 10 minutes les actus, les rumeurs, etc. Donc, une minute et on va écouter un jeune rappeur dans le game. Il nous vient avec de la trappe. Bref, peut-être que vous le connaissez, vous le connaissez pas. On écoute ça tout de suite. Le morceau s'appelle Punchline. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ils veulent de la punchline. On va les servir un peu. Ils veulent que ça saigne. On redistribue le jeu. Paraît que les types, ils sont tous à la ramasse. Paraît que nous les vieux, on a payé cher notre place. Et ça insulte les mères. Et ça soulève des haltères. Et ça dit bouffer des schnecks. Ça fait des concours de pec. Prends la pause devant la glace. S'entraîne à être une menace. Se convaincre qu'on est le boss. Cacher qu'on mange du porc. Bâtir sa vie sur des mythes. Certifié schizophrénique. Ne plus savoir où tu crèches. Tellement tu changes de veste. Est-ce que ça vient des types? Les anciens n'ont pas leur part. Mais rien ne vient de nulle part. Les types d'avant sont vieux. Les grands mythos n'ont pas d'âge. Chaque époque apporte son lot. Et bien souvent les faux sages slash ou leader ou héros. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Vous nous écoutez sur le 99.2 FM, comme je vous l'ai dit auparavant, hein, sur radio-rgb.net et bien sûr streetdiamond.fr, notre site internet. Manu. Ouais, moi justement, c'est par rapport à ta voix, j'ai une question à te poser. Parce que pour avoir une voix comme ça, faut au moins se taper une pinte de gasoil tous les jours. Et ma question est, vu ce qui se passe en ce moment avec le tarif de l'essence, est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire cette voix très longtemps? Alors en fait, le truc est hyper simple. C'est du sable, une poignée de sable matin, midi et soir. Voilà. Phénoménal. Voilà. Putain, je m'étais dit au moins une émission, je fais pas cette voix. Et tu m'as eu, Manu. Bravo, Manu. Non, par contre, juste un petit truc. Moi, il y a un truc que j'ai adoré. Et c'est pour ça que il y a très longtemps que je connais ce morceau et j'ai toujours défendu ce que tu faisais à cause de ça. C'est le feat avec Lofofora. Lequel? La bête. La bête, hein. Et j'ai adoré ce morceau, quoi. Je l'ai cramé. Je crois que YouTube en a marre de me voir parce que j'ai trouvé que moi ça m'a rappelé ouais, je vais très vite. Les grands feats qui étaient faits aux États-Unis qu'on faisait pas en France. On voulait pas mélanger ces styles-là et je trouvais ça brillant, c'est tout. Voilà. Nous, c'est bien éclaté à le faire et puis en concert, c'était la guerre de ouf. C'était cool. Merci D. On passe à la rubrique Actu et rumeurs. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et je vous rappelle que juste après ça, on passe en mode S'express Yourself. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah.